Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats, et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles.
C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan eau ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater.
Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. La planète fend le vide de l'espace. Son orbite est instable, comme une boule de billard qui glisse sur la table à la recherche d'une cible pour entrer en collision. Seulement, cette boule a la taille de Mars, et elle fuse à 15 000 km/h. Boum! Elle s'écrase sur une autre planète. Cet objet de la taille de Mars s'appelait Theia, et ce sur quoi il s'est écrasé était la Terre. L'impact a libéré 100 millions de fois plus d'énergie que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. La collision planétaire a projeté des tonnes de débris solides dans l'espace. Mais un seul des deux corps célestes a survécu. Theia a été détruite, puis entièrement avalée par cette Terre primitive. Mais ces débris ne sont pas allés voler sans fin dans le vide cosmique. Non, quelque chose de crucial s'est produit. Tous ces morceaux solides se sont rassemblés en un nuage. La gravité les a comprimés ensemble, les pressant de plus en plus. Et au final, notre Lune est née. C'est ce qu'affirme la théorie. Au moment de l'impact, le système solaire venait de se former. Et ce rendez-vous aux proportions épiques n'aurait probablement pas eu lieu si une planète nommée Jupiter, alors nouvellement formée, n'avait pas projeté Theia hors de son orbite et directement sur la Terre. Notre jeune planète a résisté à l'impact. Le temps a passé, la Terre a évolué. Sa surface est devenue méconnaissable au cours des 4,5 milliards d'années suivantes. Il est difficile pour l'esprit humain de se représenter une durée aussi phénoménale. Nous allons donc tout condenser en une journée. Si minuit est le moment où la Terre s'est formée à partir du gaz et de la poussière qui sont restés après la création du Soleil, les 4 premières heures ne présentent qu'une planète sans vie. Chaude, couverte de lave, constamment bombardée par des astéroïdes et, comme tu le sais maintenant, par une autre planète. Mais la vie trouve toujours un chemin. Les premières cellules apparaissent. Il est 4 heures du matin sur notre horloge. À 14h08, on peut voir la forme du premier organisme unicellulaire. Ce n'est qu'à 20h28 que les plantes marines apparaissent. 20 minutes plus tard, qu'est-ce que c'est que ça? Des méduses. Après elles, la planète s'épanouit avec divers poissons, reptiles, insectes. Les forêts poussent à 22h30. Entre 22h56 et 23h40, les dinosaures parcourent la Terre. Ces lézards géants auront régné sur notre planète pendant moins d'1 heure. 1 minute avant l'extinction des dinosaures qui se produit à 23h39, les premiers mammifères commencent à marcher sur la planète. À 23h58 et 43 secondes, les humains apparaissent. À l'échelle cosmique des choses, nous n'avons régné sur cette planète que pendant 1 minute et 17 secondes. Voici donc la principale question qui déconcerte les scientifiques. Pourquoi la vie sur Terre ne s'est-elle jamais arrêtée d'exister? Elle avait pourtant toutes les raisons de le faire. Pourquoi notre planète n'est-elle pas devenue comme Vénus ou Mars? Toutes deux avaient autrefois une atmosphère et des océans. Aujourd'hui, ce sont des déserts sans vie. Oublie les concepts scientifiques complexes et les théories sur la structure de l'univers. Notre petit caillou et tous ses habitants ont tout simplement une chance incroyable. Le professeur Toby Tyrrell de l'université de Southampton a eu recours à des programmes informatiques et des simulations climatiques pour résoudre l'énigme de savoir pourquoi les collisions d'astéroïdes et les périodes glaciaires n'ont pas transformé notre petit caillou en un no man's land sans vie. L'équipe de recherche n'a pas sélectionné 10, 100 ou 1000 planètes virtuelles semblables à la Terre. Elle en a utilisé 100 000 pour cette expérience. Et chacune de ces 100 000 planètes a subi une centaine de simulations. Ils ont exposé ces planètes virtuelles à différents phénomènes. Elles ont été bombardées par des astéroïdes, gelées, soumises à des éruptions épiques de supervolcans qui ont noirci le ciel et bloqué les rayons du soleil. Seulement 9%, soit 8700 d'entre elles, ont survécu une fois sur 100 simulations. Dans ce groupe, 4500 planètes sont restées habitées 10 fois. Sur une seule planète parmi 100 000, la vie ne s'est pas arrêtée après chacune de ces 100 simulations. Si la vie est une loterie, la Terre a eu beaucoup de chance. En 2009, le télescope Kepler, unique en son genre, a été lancé dans l'espace. Sa tâche,
rechercher une parcelle du ciel nocturne, soit 150 000 étoiles à la recherche de planètes rocheuses semblables à la Terre. En 9 ans de service, il a fini par sonder plus de 500 000 étoiles. Pendant tout ce temps, et avec toutes ces observations sur près d'une décennie, Kepler a découvert 2600 planètes potentiellement semblables à la Terre. Ce qui est étrange, c'est que la plupart d'entre elles sont d'un type que l'on ne trouve pas dans notre propre système solaire. Elles ont une taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Mais revenons à la vraie Terre. Si tu t'éloignes des villes et que tu regardes le ciel nocturne, tu verras un océan d'étoiles. Si la nuit est claire avec un œil non exercé, tu pourrais compter un maximum de 2500 points lumineux. Pourtant, il y a au moins 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Certaines estimations portent même ce nombre à 400 milliards. Alors, d'où vient cet énorme écart ? Eh bien, compter les étoiles n'est pas exactement un travail facile. Les scientifiques ne numérotent évidemment pas chacune d'entre elles individuellement. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Tu sais combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 milliard ? Plus de 30 ans. Maintenant, multiplie ce chiffre par 400. Bref, au lieu de cela, ils observent de petites parcelles de l'espace et utilisent des formules scientifiques complexes pour en extrapoler le nombre total d'étoiles. Tu peux toi-même réaliser une expérience similaire. Imagine un seau rempli de 5 kg de pierre, de sable, de terre et d'autres éléments. Ta mission ? Estimer le nombre de pierres présentes dans ce mélange. Tu ne vas compter que les pierres que tu peux voir du dessus. Faire une estimation approximative de leur volume et de leur poids, du pourcentage du total que tu peux voir et, avec quelques calculs, tu peux obtenir un chiffre. Sera-t-il exact ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas savoir si les pierres dans le seau sont réparties uniformément. Ou si elles ont toutes à peu près la même taille. Et si celles du fond, s'il y en a, sont plus grandes ou plus petites que ton échantillon de surface. Elles pourraient avoir des poids et des volumes complètement différents. Ce seau est notre galaxie, la Voie lactée, et les pierres que tu comptes sont les étoiles. Ce que l'on cherche à démontrer ici, c'est que les scientifiques ne peuvent pas savoir avec certitude combien d'étoiles il y a vraiment. Peut-être 100 milliards ou peut-être 4 fois plus. Parmi celles-ci, 4 milliards sont semblables à notre Soleil. Dans notre propre galaxie, l'estimation la plus souvent admise pour les planètes qui pourraient potentiellement accueillir la vie est de 300 millions. Mais comme le veut la tradition de l'inexactitude scientifique, ce nombre pourrait atteindre 5 milliards ou plus. Dans tous les cas, cela nous fait un bien large parc immobilier. Et on ne parle que de la Voie lactée, mais écoute ça. Elle n'est qu'une des 200 milliards de galaxies de l'univers observable. Les recherches les plus récentes estiment que ce nombre est 10 fois plus élevé, quelque chose comme des billions de galaxies dans l'univers. Et nous avons examiné moins de 10% d'entre elles. Quant au nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, les scientifiques l'estiment à 1 quadrillion, c'est-à-dire 1 suivi de 24 zéros. Encore une fois, il ne s'agit que d'estimation, car nous ne pouvons pas en être sûrs. Jusqu'à présent, une chose est claire. Notre Terre est le seul endroit de l'univers que nous connaissions où il y a de la vie. Et pourtant, cette planète a fait tout ce qu'elle pouvait pour changer la donne. Au cours des 540 millions d'années passées, plus de 20 extinctions massives ont eu lieu. La dernière a eu lieu il y a 66 millions d'années. Oui, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures et 75% de toute vie sur Terre, soit dit en passant. Un objet de 11 km de diamètre s'est écrasé sur notre planète. Il allait 120 fois plus vite que la voiture la plus rapide d'aujourd'hui. Sur plus de 1,5 million de kilomètres autour du point d'impact, tout a pris feu. Un énorme tsunami a soulevé les océans du monde entier. Des milliards de tonnes de poussière et de soufre se sont élevées dans le ciel et ont bloqué les rayons chauds du soleil. Un refroidissement global s'est produit sur Terre. Il y a un peu plus de 200 millions d'années, une extinction massive moins connue a éliminé la moitié de toute vie sur la planète. Il est fort probable que les volcans ou un impact d'astéroïdes en aient été responsables. D'autres théories affirment que le mouvement des plaques tectoniques a déclenché une autre période glaciaire. À cette époque, d'énormes crocodiles régnaient sur la Terre. Ils ont disparu et de nouveaux animaux sont entrés dans les arènes de la préhistoire, les dinosaures. Mais le pire que cette planète ait jamais connu est l'extinction Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années. 80% de la vie marine, 70% des animaux terrestres et des plantes, tout a disparu.
Les volcans ont craché une quantité colossale de lave là où se trouve l'actuelle Sibérie. Et cela a affecté la planète entière. Il y a environ 445 millions d'années, la forme de vie dominante sur notre planète était les invertébrés marins. Il n'y avait qu'un seul continent, Gondwana. Et les plantes commençaient tout juste à fleurir sur Terre. Mais quelque chose s'est produit qui a éliminé 75 à 85% de tous les organismes vivants. Cela a pu être une période glaciaire, une hausse des températures ou un phénomène encore plus effrayant. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une énorme étoile qui a explosé à 6000 années-lumière de la Terre. Elle aurait projeté un jet de rayons gamma qui aurait déchiré l'espace. Et la pauvre petite Terre se trouvait sur sa trajectoire. La couche d'ozone a été brûlée instantanément. Oui, nous en avons clairement besoin pour nous protéger. Peu importe à quel point la planète ou même l'univers essaie d'anéantir la vie sur Terre, qui est d'ailleurs née en défiant toute probabilité, la vie trouve toujours un chemin. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort.
Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glaces situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.